Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nantol comme le noob. Aujourd'hui, on est sur le fascicule numéro 24 avec les règles de base. Les règles de base, comme vous le savez maintenant, et la bataille. Mais les règles de base, vous le savez, on est sur une mise en page qui correspond aux règles classiques, au livre de règles classiques d'AOS, et donc des règles définitives. Comme vous le savez, on va assez vite dessus, même si cette fois-ci on va s'y pencher un petit peu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a des points que l'on n'a pas encore vus, tout simplement. Alors, on a deux premiers éléments sur les rounds de bataille, le jet de priorité et les séquences de tours. Ça, on le connaît. On a en plus les références pour aller voir les règles exactes dans le futur, donc on va pas l'aborder. Par contre, on va aborder d'autres éléments. Les points de commandement. Point de commandement, c'est une règle qu'on n'avait pas encore vue. Les points de commandement permettent d'utiliser des aptitudes de commandement. On reçoit en fait des points de commandement au début des rounds de bataille. Juste après, le jet de priorité. Techniquement, vous allez recevoir, si vous êtes le joueur numéro 1 du round de bataille, vous allez recevoir un point de commandement. Si vous êtes le joueur 2 du round de bataille, vous allez recevoir 2 points de commandement. En plus de cela, on va rajouter un point supplémentaire si votre général est encore sur le champ de bataille. Ça, c'est comment est-ce qu'on récupère des points de commandement. Sachant que ces points, évidemment, comme je viens de le dire, ils se font juste après avoir déterminé le jet de priorité. Donc à chaque round, on redétermine quels sont notre nombre de points de commandement. Comment est-ce qu'on utilise donc des aptitudes de commandement ? Des aptitudes de commandement en fait se font en dépensant un point de commandement, tout simplement. Donc on va choisir une figurine amie qui va donner un ordre à une figurine qui va recevoir, une figurine ou une unité qui va recevoir l'ordre. Donc les champions d'unité peuvent donner des ordres à leur propre unité. Les héros peuvent donner des ordres aux unités qui sont entièrement à 12 pouces. Les généraux peuvent donner des ordres aux unités qui sont entièrement à 18 pouces. Et les totems peuvent, eux, donner des ordres, eux aussi, à 18 pouces. Donc, chaque aptitude a des règles spécifiques, des informations spécifiques, et tout est notifié, tout est bien indiqué, donc pas de souci là-dessus, on ne va pas pouvoir se tromper. Autre élément qui est important, et vous voyez, en fait, on le voit bien qu'on n'avait pas les informations jusqu'à maintenant, les règles sont sur des couleurs différentes. Pendant la phase de héros, on avait vu jusqu'à maintenant que les prêtres, les sorciers, pouvaient tenter de lancer des sorts. Enfin, que les sorciers en particulier. Maintenant, on a d'autres éléments qui sont à prendre en compte. Les héros, exactement, et les actions héroïques. En fait, une unité qui a le mot-clé héros va pouvoir, dans la phase de héros, effectuer une action héroïque. Une action qui fait partie donc de ces 4 actions héroïques. Soit le commandement héroïque, soit la volonté héroïque, soit l'heure de gloire, soit la guérison héroïque. On va revoir ça dans le tutoriel juste après, mais commandement héroïque, c'est choisissez un héros ami et jetez un dé, ajoutez 2 au jet si votre général a été tué, et sur 4+, vous recevez un point de commandement, pouvant être dépensé uniquement pendant ce tour, dans la phase de héros. Même pas pendant la phase de héros, mais peut être utilisé pendant ce tour. La volonté héroïque, c'est qu'on va choisir un héros ennemi qui n'est pas un sorcier, et en fait, ce héros va pouvoir dissiper un sort ou conjurer un sort persistant pendant cette phase et pour ce tour. L'heure de gloire, c'est on va choisir un héros ami évidemment qui va ajouter 1 au jet de blessure pour les attaques du héros jusqu'à la fin du tour. Et on va ajouter aussi 1 au jet de sauvegarde pour les attaques qui ciblent ce héros jusqu'à la fin du tour. Et chaque héros ne pourra effectuer cette aptitude qu'une seule fois par bataille. Autrement dit, si j'ai 5 héros dans mon armée, je vais pouvoir tenter heure de gloire à chaque tour, à chaque round, mais par 5 héros différents. Si je n'ai qu'un héros, je ne pourrai faire heure de gloire qu'une seule fois dans la partie.
Autrement dit, il faut bien choisir quand. Guérison héroïque, ça aussi c'est plutôt intéressant. On va choisir un héros ami qui est à plus de 3 pouces d'une unité ennemie. D'accord, donc il faut qu'il soit légèrement à l'écart d'une unité ennemie. On fait un jet de guérison héroïque en jetant 2 dés de 6. Et si le jet est inférieur ou égal à la bravoure du héros, eh bien on peut guérir un D3 de blessures allouées au héros. Ça peut être sympa, on peut récupérer 3 points de vie si on arrive à être inférieur ou égal avec 2 dés de 6 à la caractéristique de bravoure. On a aussi les aptitudes de commandement de la phase de héros. Donc ça, c'est un premier élément avec le ralliement. On va pouvoir utiliser cette aptitude de commandement. Donc on va dépenser, si je ne me trompe pas, on va dépenser une aptitude de commandement. Donc on va dépenser un point de commandement, il me semble. Je pense que c'est ça. Donc on peut utiliser cette aptitude de commandement, donc le ralliement, au début de la phase de héros. L'unité qui reçoit l'ordre doit être à plus de 3 pouces d'une unité ennemie. On va jeter un dé pour chaque figurine qui ont été tuées de l'unité. Et pour chaque jet de 6, on va pouvoir ramener une figurine qui a été tuée de l'unité. Ça c'est pareil, ralliement hyper intéressant. On fait un jet, sur un 6, boum, on récupère une figurine. Si vous êtes sur une unité qui a perdu 2-3 figurines, imaginez que vous pouvez récupérer vos 3 figurines comme ça, c'est plutôt parfait. Sur le tutoriel, on réexplique. Quand les héros de votre armée transcendent leurs limites pour faire basculer la bataille en votre faveur, ils utilisent des actions héroïques. Donc encore une fois, le commandement héroïque. Donc on récupère un point de commandement supplémentaire utilisable à ce tour avec le héros. Donc on en apprendra plus évidemment sur les points de commandement. En page suivante, la volonté héroïque, eh bien, ça permet de dissiper un sort, au même titre qu'un sorcier. L'heure de gloire, ça nous permet d'avoir un +1 au jet de blessure et un +1 au jet de touche une fois par bataille pour chaque héros. Pour chaque héros, oui c'est ça, pour chaque héros, on a possibilité de tenter ça une fois par bataille. Guérison héroïque, eh bien on va pouvoir guérir des personnages, des figurines qui ont été tuées et les faire revenir dans l'unité si et seulement si notre 2 dés de 6 amène un nombre de points inférieur ou égal à notre bravoure de l'unité. Voilà, et donc on va soigner les blessures. Ah oui, c'est pas le ralliement, pardon, c'est la guérison héroïque. Donc on fait 2 dés de 6, si c'est inférieur ou égal à notre bravoure, on soigne un D3 de blessure. Donc les aptitudes de commandement, ce que je vous disais, ça représente la façon dont les champions et les commandants donc, utilisent leur génie tactique, c'est ça, avec les points de commandement. Donc les champions d'unité qui peuvent donner des ordres qu'à leur unité eux-mêmes. Les héros peuvent donner des ordres aux unités qui sont entièrement à 12 pouces ou moins 2, et les généraux ou les totems à 18 pouces 2, totalement évidemment. Point de commandement, c'est très simple, vous êtes le premier joueur du round, vous prenez 1 point, vous êtes le deuxième joueur du round, vous avez 2 points, si votre général est encore sur le terrain, vous prenez 1 point supplémentaire. Le ralliement, je vous l'ai dit, c'est la première aptitude de commandement que l'on connaît, donc c'est le ralliement. Il suffit donc de jeter un dé par figurine qui a été tuée de notre unité. L'unité doit être à plus de 3 pouces évidemment d'une unité ennemie. Sur un 6, on ramène une figurine. Voilà. Donc ça peut être encore une fois très intéressant. On passe ensuite à la charte d'unité Louvboss. La charte d'unité Louvboss, donc encore une fois, première figurine des Gloomspites. Donc vous voyez que moi je suis en train de la finir, la vidéo est sortie il y a peu de temps. Cette vidéo de peinture est sortie il y a peu de temps, je n'ai pas encore tout à fait fini la peinture, mais on en est vraiment pas loin. Il me reste quelques éléments sur le socle en particulier à finir, mais sinon ça devrait être assez rapidement verni. Le Louvboss, il a deux aptitudes. Il est armé d'un tranche-lune, il a un mouvement de 5 pouces, une sauvegarde à 4+, une bravoure de 5 et 5 blessures
potentiels. Alors, les aptitudes. Rotor est mortel. Cette unité a une protection de 6+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même touché, eh bien, sur un 6+, il pourra annuler des blessures. On le verra tout de suite dans le tutoriel. Deuxième aptitude. Mais non, frappez-les pour de bon. Quand cette unité donne l'ordre attaque en règle à une unité Lune Clan, ami à la phase de combat et ce jusqu'à la fin de cette phase, si le jet de blessure non modifié pour une attaque de l'unité Lune Clan choisie donne 6, l'attaque cause une blessure mortelle à la cible, en plus des dégâts normaux. Ok. Alors là, le tutoriel va être sympa, mais vous allez voir que c'est là aussi pas mal efficace. Rotor immortel donc. Dans l'exemple, on a notre Louvre Boss qui est opposé à des Vindicteurs qui lui ont infligé donc 2 blessures normales et 2 blessures mortelles. Le joueur Cruel Boys donc lance alors 4 dés, une par blessure, et pour chaque résultat de 6, une des blessures est ignorée. Donc ici, pourquoi je dis une des blessures? Parce que dans le jet que l'on nous montre en exemple, il fait un seul 6 et donc il ignore une des 4 blessures, même s'il y a une blessure mortelle. Ça, c'est quand même génial. Voilà, techniquement, il aurait fait 4-6, il évitait les 4 blessures, même les mortelles. Parfait. C'est parfait. Mais non, frappez-les pour de bon. Alors, l'explication de cette règle. Dans cet exemple, donc, le joueur donc, de la destruction, il veut infliger plus de dégâts avec son Louvre Boss. Donc il va se donner l'ordre à attaque en règle. Donc lorsque le Louvre Boss effectue son jet de blessure, attention, c'est pas sur le jet de touche, c'est sur le jet de blessure, s'il obtient un 6, il va infliger une blessure mortelle supplémentaire. On revient sur l'élément. Quand on regarde sa charte d'unité, il touche à 3+, et il blesse à 3+. Autrement dit là, dans notre exemple, il va lancer 4 dés. Normal, il a 5 attaques. Bon, je sais pas pourquoi ils en mettent que 4, mais bon, peu importe. Il a 5 attaques. Il va lancer 5 dés. Potentiellement, il va toucher que 4 fois. C'est notre exemple ici. Il touche 4 fois. Sur ces 4 touches, il va lancer les blessures. Lorsqu'il lance ses blessures, il y en a une qui ne blesse pas, et il en a 3 qui blessent. Il a un 3, un 4 et un 6. Le 6, en ayant engagé l'aptitude maintenant frappez-les pour de bon, va amener une blessure pour le 3, une blessure pour le 4, une blessure pour le 6 et une blessure mortelle pour le 6. Autrement dit, 4 dégâts potentiels. Mais surtout, une blessure mortelle au milieu. Voilà, ça c'est hyper important. Ça aussi, c'est une aptitude qu'il faut bien comprendre, qu'il faut bien utiliser, qu'il faut surtout bien penser à utiliser. Parce que ça, on l'oubliera très très facilement et c'est clairement des points de vie qui peuvent être sauvegardés. La bataille rangée de la semaine, encore une fois, qui ne sera pas tournée pour l'instant. Peut-être tournée dans le futur, mais vous le savez maintenant, je ne réexplique plus le pourquoi du comment. Point dominant. Les ombres d'Ulgu perturbent au plus haut point la coordination des campagnes. Les éclaireurs des 2 armées ont découvert une colonie où la magie est étrangement apaisée. L'endroit idéal pour bâtir une tour de guet. S'en emparer conférerait un énorme avantage stratégique. Des forces d'élite dirigées par des champions ont été envoyées pour s'emparer du site. Lorsqu'un soldat tombe, un autre est mobilisé pour prendre sa place. L'échec n'est pas une option. Cette bataille rangée va opposer le Seigneur Aquilor, les 4 prétors, 5 Vindictors, le Louvre Boss, 3 embrocheurs, 10 éventreurs et 10 égorgeurs. Là encore une fois, on utilise les 2 plans de bataille que nous avons, les 2 tapis de bataille, avec un déploiement qui va se faire sur les coins opposés, sur les grandes longueurs. Donc là aussi, bataille de grande envergure, avec surtout un grand terrain. On se retrouve pour la bataille numéro 24. C'est la bataille rangée, donc 4 qui s'appelle point dominant. Les ombres d'Ulgu perturbent au plus haut point la coordination des campagnes. Les éclaireurs des 2 armées ont découvert une colline où la magie est étrangement apaisée. L'endroit idéal pour bâtir une tour de guet. S'en emparer conférerait un énorme avantage stratégique. Des forces d'élite dirigées par des champions ont été envoyées pour s'emparer du site.
Lorsqu'un soldat tombe, un autre est mobilisé pour prendre sa place. L'échec n'est pas une option. Dans cette opposition, chacun va vouloir, en gros, construire une tour de guet, c'est l'idée, qu'ils n'utiliseront pas de la même manière, bien évidemment. Mais donc, dans cette opposition, on va avoir les éternels de l'orage qui sont étroitement liés aux étoiles et aux cieux. S'ils construisent une tour de guet, elle leur permettra non seulement d'observer les environs, mais aussi de scruter la voûte céleste en consultant les astres les plus sages pourront prédire l'avenir à ce moment. L'opposition donc, le Seigneur Aquilor, les 4 Praetors, et puis 5 Vindictors. Face, pour la destruction, un louve boss des villes de Fiel Obscur a rejoint les Cruel Boys. Ils ont l'intention de construire une idole de la mauvaise lune au sommet de leur tour de guet. Cela permettra aux WAG en expansion de rallier à leur cause brutale les grottes qui rôdent en Ulgu. Et donc, nous avons un louve boss, 3 embrocheurs, 10 éventreurs et 10 égorgeurs. Le déploiement va se faire de telle façon. Territoire de l'ordre au début de la partie sur ces 3 éléments de terrain, ces 3 carrés de terrain qui représentent donc le coin inférieur gauche. La destruction, elle, sera dans le coin supérieur droit. On va utiliser aussi les pièces donc, de terrain des entres primitives qu'on va donc placer les uns après les autres. La partie donc se termine évidemment comme toujours avec 5 rounds de bataille où après qu'un joueur a tué toutes les figurines de son adversaire. Donc si un joueur tue toutes les figurines, il remporte la victoire. Sinon, si à la fin des 5 rounds, eh bien, toutes les figurines ne sont pas tuées, il y a égalité. Attention, oh, cool. On a une petite option de règle qui s'appelle le fardeau du commandement. De nouveaux commandants se tiennent prêts à prendre la place de leurs compagnons tués. Donc, dès que notre général, ici, le Seigneur Aquilor ou le loup boss sont tués, eh bien, on a le droit, potentiellement, de reprendre une figurine héros qu'on va placer à plus de 9 pouces des figurines de notre adversaire. Voilà. Il deviendra alors général pour le reste de la partie. On verra si on utilise cette règle, si on en a besoin, et si on en a besoin, comment est-ce qu'on l'utilise. Tout simplement. On va tenter de se rappeler à chaque fois que nous avons donc des jets de priorité. On va aussi se rappeler surtout qu'en phase de héros, on a la possibilité donc d'invoquer des actions héroïques. Donc les actions héroïques, on les rappelle, on a le commandement héroïque, on choisit un héros ami et on jette un dé de 6. Si notre général a été tué, on peut rajouter 2 à se lancer. Sur un 4+, on reçoit un point de commandement supplémentaire pour le tour. On a aussi la volonté héroïque. Choisissez un héros ami qui n'est pas un sorcier. S'il s'agit de la phase de héros adverse, le héros peut tenter de dissiper un sort à cette phase, comme s'il était sorcier. S'il s'agit de votre phase de héros à vous, le héros peut tenter de conjurer un sort persistant à cette phase, comme s'il était un sorcier. On n'a pas de sort persistant pour l'instant, donc on ne va pas s'occuper de ça. Mais ça veut dire que si on n'a plus de sorciers sur la table, on a possibilité, si on n'a pas de sorciers sur la table, en l'occurrence pour les Stormcast, il n'y a pas de sorciers sur la table. Donc, on peut utiliser potentiellement l'aptitude, l'action héroïque, volonté héroïque, pour dissiper un sort du louve boss. Le louve boss qui, lui, par contre, est un sorcier. Pas du tout. J'étais en train de regarder, mais en fait, pas du tout. On n'a pas de sorcier sur la table. Je croyais que, mais non, pas du tout. Donc on n'a pas de sorcier sur la table, donc on n'aura pas de volonté héroïque. Heure de gloire, choisissez un héros ami. On va faire plus 1 au jet de blessure pour ses attaques, et plus 1 au jet de sauvegarde pour les attaques qui le ciblent. Sachant que chaque héros ne peut effectuer cette action qu'une seule fois par bataille. Heure de gloire, c'est une seule fois par bataille. Donc, c'est à utiliser avec parcimonie.
Et la guérison héroïque, c'est choisissez un héros ami, on jette 2 dés de 6. Si le jet est inférieur à la bravoure, eh bien on peut guérir de D3 de blessure. Voilà, ça c'est assez classique. On a une aptitude de commandement qui va s'appeler donc ralliement. Alors, ralliement, c'est utilisable au début de la phase de héros. L'unité qui reçoit l'ordre doit être à au moins 3 pouces d'une unité ennemie. On va jeter un dé par figurine qui a été tué dans l'unité, et pour chaque jet de 6, on peut ramener une figurine. Voilà. Ça coûte 1 point de commandement. Les points de commandement, on rappelle, bon, on va pas s'en servir là, parce que techniquement, comme on a que... je suis pas sûr que il me semble pas que les actions héroïques s'utilisent avec des points de commandement. Donc, on n'a que ralliement pour l'instant. Qui utilise des points de commandement. Les points de commandement, je rappelle, c'est très simple. Lorsque l'on fait notre jet d'initiative, on a donc le joueur numéro 1 et le joueur numéro 2. Le joueur qui joue en premier, le joueur qui joue en deuxième. Le joueur qui joue en premier prend 1 point de commandement. Le joueur qui joue en second prend 2 points de commandement. Et si on a notre général encore sur la table, on se rajoute 1 point supplémentaire, ce qui veut dire potentiellement 2 pour le premier joueur et 3 pour le second joueur. Voilà comment ça fonctionne. On va démarrer de suite, justement, avec le premier jet. Donc déjà le premier jet d'initiative pour savoir qui commence à poser ses figurines, sachant qu'on a 3 unités d'un côté, 4 de l'autre. Ce sont les Stormcast qui vont commencer à se déployer. On va commencer par le Seigneur Aquilor qui va se mettre sur... Pas du tout, pas sur un côté, mais bien ici. Qui va se mettre au plus proche. Parce que comme il a un grand déplacement, il va en profiter. De l'autre côté, eh bien, ce sont les embrocheurs qui vont se positionner en position centrale sur la zone de déploiement. Ensuite, les Vindictors qui vont être très bien là, je pense, hein, c'est plutôt bien. Hop. Voilà. Alors rappelons qu'ils ont un champion et un porte-étendard. Le champion lui permettant d'avoir un dé de plus, et le porte-étendard, rappelons-le, qui permet donc d'ajouter 1 à la caractéristique de bravoure autant qu'il est là. Sachant qu'ils ont une bravoure déjà de 7. C'est plutôt pas mal. Le Louvre Boss, lui, va se mettre ici. Non, il va se mettre légèrement en retrait, sans plus. Les Prétors, eux, vont être sur la partie centrale. Voilà. Les éventreurs vont se mettre en opposition la plus directe possible avec les Ventors. Et toujours leur champion au tour, magnifique. Godrak. Et hop, on va mettre les égorgeurs ici, légèrement. On va les mettre légèrement en retrait pour pas qu'ils soient trop proches du combat et donc trop chair à canon, quoi. On va essayer de faire en sorte de les sauvegarder minima, au moins un petit tour. 2, 4, 6, 8, 9. Tiens, il m'en manque un. J'en ai bien dans la boîte. Je dis, la boîte, où est-il? Où est-il? Je ne sais pas si je sais. Choc! Le voilà. Tac. C'est au tour évidemment des Stormcast qui vont commencer à déposer des décors. On a 6 décors à déposer.
ici. Là. Ici. Ici, à la limite. Hop. Donc 3 décors qui ont été déposés par les Stormcast. Ces 3-là, 3 par les Cruel Boys et le Look Boss. On va faire donc c'est le jeu d'initiative était fait, hein, bien évidemment. Donc ce sont les Stormcast qui vont débuter. Pour débuter, on va rappeler que le Seigneur Killer a 12 de mouvement, les Vanditors 5 et les Praetors 5 aussi. On va débuter comme cela. Et on va démarrer, donc évidemment on rappelle, comme toujours, on va rappeler, non pas les règles, mais on rappelle qu'il y a 5 rounds. 5 rounds, 2 tours par round, un tour Stormcast, un tour Cruel Boys. Chaque tour comprend 6 phases, la phase de héros, de mouvement, de tir, de charge, de combat, de déroute. Ça, on commence à bien connaître. En phase de héros, on rappelle qu'on peut choisir donc les tactiques de bataille, que l'on connaît à peine, qu'on peut faire un ralliement, donc ça c'est contre un point de commandement normalement, qu'on peut lancer des sorts si on a des sorciers. Là, en l'occurrence, on n'en a pas. On peut dissiper des sorts avec des héros. Bon, on n'a pas de sorciers, donc pas de souci. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Et puis utiliser bien sûr des aptitudes héroïques, des actions héroïques. Voilà. Alors. On est parti. C'est donc les Stormcast qui débutent avec la phase de mouvement. On a bien notifié, donc on est bien en premier tour pour les Stormcast et pour les Cruel Boys. Phase de mouvement, pour débuter, on peut regarder, on va regarder très rapidement, là on est à 20, et là, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais c'est aussi se jeter dans la gueule du loup, malgré tout. Le Seigneur Killer se déplace et va se mettre juste derrière le décor. Donc il ne peut être vu normalement. Il peut être vu que par les embrancheurs ou si je mets comme ça, il est vu que par les. Là, il n'est vu que par les égorgeurs. Les Praetors vont avancer donc de 5. Voilà. Et les Vanditors, eux, vont aller se déplacer là aussi de 5, mais un peu plus sur le côté, histoire d'élargir le terrain, d'élargir leur champ d'action et obliger donc les Cruel Boys à eux aussi se dissiper un petit peu. On va passer ensuite, évidemment, à la phase de tir. Phase de tir, on a notre Seigneur Killer qui a une possibilité de tir avec une portée de 12. On va voir si avec son pistolet, j'aime pas trop pistolet tourmenté de l'ombre. Je suis pas très fan des pistolets, du mot pistolet dans un univers heroic fantasy. Il va commencer, il va tirer sur les embrocheurs. Il a donc 4 attaques, il touche à 3, blesse à 3, pardon. Donc c'est plutôt une bonne chose. Une perfo de moins 1. Donc touche à 4, il fait 3 touches. Touche à 3, pardon, il fait 4 touches, parfait. Et il blesse à 3. Et là, il fait 3 blessures. Il a une perfo de moins 1. Rappelons que les embrocheurs, eux, ont une sauvegarde à 6, ce qui veut dire qu'ils peuvent sauvegarder. Il y a donc 3 blessures de portée. On a
un embrocheur qui est sorti du jeu déjà et un autre qui prend une blessure. Ça démarre bien. Ça démarre bien. Ensuite, c'est le seul à avoir donc une arme de tir. Donc on va passer à la phase de charge. Phase de charge, on sait que on avait 12 pouces ici, donc il va pouvoir potentiellement charger. Là, on ne sera pas à portée de charge, donc il n'y aura pas de charge à faire. Le Seigneur Aquilor va tenter une charge, il fait 4, il rate sa charge directement, on le sait. C'est la fin du tour donc des Stormcast. On va passer à la phase de déroute, sachant que les embrocheurs ont perdu une figurine. Ils ont une bravoure de 5. Ils font 5. 5 plus 1, ça fait donc une deuxième figurine qui s'enfuit. C'est au tour des Cruel Boys. Et heureusement. Alors, pour les Cruel Boys, évidemment, on va démarrer par la phase de héros. Sur la phase de héros, on va avoir plusieurs possibilités. Donc, on va utiliser tout simplement le ralliement. Ralliement, on l'a dit tout à l'heure, on va lancer 2 dés pour nos embrocheurs. Si ils font 6, les figurines reviennent sur le terrain. Il n'y a pas de 6, les figurines ne reviennent pas sur le terrain. Elles sont donc éliminées définitivement du jeu, si je ne me trompe pas. Parce que le ralliement ne peut se faire que j'ai l'impression que le ralliement ne se fait que sur le tour qui suit évidemment la destruction de la figurine en question. Je vais quand même vérifier. C'est encore une fois pour ça que c'est important d'avoir ces règles avec soi. L'ordre continue 1, vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de héros. L'unité qui reçoit l'ordre doit être à plus de 3 pouces des unités ennemies. Jetez un dé pour chaque figurine tuée de l'unité. Pour chaque jet de 6, vous pouvez ramener une figurine tuée dans l'unité. Il n'y a pas de... Étonnamment, il n'y a pas de règle. Ça voudrait dire qu'on pourrait tenter de ramener des unités à chaque fois. Donc on a des points de commandement. Bon, ok, pourquoi pas. Malgré tout, donc on va passer maintenant à la phase de mouvement. L'embrocheur ne va pas bouger parce qu'il a plus de chances de toucher s'il ne bouge pas, parce qu'en plus il a un tir de 24 pouces. Les égorgeurs, eux, ont une portée que de 8, donc eux ils vont pas avoir forcément le choix parce qu'ils sont à plus de 11 du Seigneur Aquilor, pardon. Donc ils vont se déplacer de 5 pour être à proximité du Seigneur Aquilor et pouvoir tenter de lui tirer dessus, sachant qu'ils ont un porte-étendard, un tambour et leur champion. De l'autre côté, eh bien, les éventreurs qui sont à 16 pouces, eh bien, ils vont pas bouger. Ils vont attendre gentiment qu'on vienne les attaquer. En fait, ils vont gagner un tour comme ça. Et parce que comme ils sont un peu moins puissants que les 2 autres unités, ils vont attendre un tour, ne pas aller se foutre dans la gueule du loup et attendre gentiment. Le loup boss, c'est pareil, il va attendre très gentiment qu'on vienne le chercher. Même si il est plutôt badass, hein, il a 5 en arme de mêlée, il a 5 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfou de -1 et dégâts de 3.
de D3. C'est plutôt pas mal. Allez, on va débuter maintenant la phase de tir. Phase de tir, on a nos égorgeurs et notre embrocheur qui peut tirer. L'embrocheur, il a une attaque, touche à 2, blesse à 3. Et il a une crottée de venin, c'est raté. Donc il touche et il blesse. Il a une perfo de -1. Le seigneur Healer a une sauvegarde de 3. Perdu 6. Il sauvegarde sans problème. On passe aux embrocheurs, aux égorgeurs, pardon. Les égorgeurs, ils sont donc 10. Et ils ont un champion, donc il y a non, il n'y a pas une attaque supplémentaire, c'est qu'avec le couteau. 2, 4, 6, 8, 10. Eux, ils touchent à 4 et blessent à 3. Ils ont aussi une perfo de -1. Donc ils touchent à 4. Ils ont donc 6 touches. Ils blessent à 3. Et là, ils ont 4 blessures. 4 blessures, sauvegarde à 3+, avec une perfo de -1, donc sauvegarde à 4+. Il y a 2 blessures qui passent. Le seigneur Healer prend 2 blessures. Tchouk. On passe ensuite à la phase de charge. Phase de charge, est-ce que les égorgeurs vont tenter de charger ? Eh bien, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Parce qu'en fait, le seigneur Healer il a 8 blessures. Il a 8 blessures possibles, il en a déjà pris 2, ce qui n'est pas énorme. Malgré tout, ils sont quand même à portée, donc oui, ils vont tenter de charger. Ce n'est pas grave, ils sont à 5 pouces. On va faire une charge de 5 pouces. Et ils vont y être. Juste derrière, on a le rapprochement de 3 pouces sur la charge pour pouvoir attaquer. Et on va passer donc en phase de combat. Phase de combat. Ils ont 21 attaques. 21 attaques parce qu'ils sont 10. Le champion a une attaque supplémentaire avec son couteau. Rappelons que sur la touche, sur un 6, ils infligent 2 touches et non plus qu'une. Donc on a déjà 3 6. Ils touchent à 4. Ici, tous les 4. Le lancer de dés était pas terrible. Donc on va rajouter 3 touches. Ça fait 3 6. Ce qui nous donne 10 touches. Là, il baisse à 5. Le lancer est un petit peu meilleur. Tac, 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 tac. Ils ont 6 blessures. Pas de modification de perfo. On rappelle que le seigneur Healer a une sauvegarde à 3. Il prend 4 blessures. On est là sur la fin donc de notre tour numéro 1 pour les Cruel Boys. On passe donc au tour numéro 2 pour les Stormcast. Tour numéro 2, on sait déjà que le seigneur Healer va être donc en combat rapproché face aux égorgeurs. Les Vindictors vont continuer à se décaler, toujours pour essayer en tout cas d'écarter. Ils vont pas s'écarter, mais voilà, ils vont toujours essayer en fait d'élargir le champ de bataille en essayant d'attirer les éventreurs sur eux. Et les Praetors, eux, vont continuer à avancer sur le centre du terrain. L'idée pour les Praetors étant d'aller tout droit sur les embrocheurs, le loup boss ou sur les éventreurs s'ils ne bougent pas. Les Vindictors, eux, vont venir les chercher sur la gauche. C'est donc la phase de tir. La phase de tir, on a toujours donc notre seigneur Healer qui a 4 attaques.
Il est en combat rapproché, donc il ne peut tirer que sur les égorgeurs. Il touche à 3, donc il fait 3 touches, évidemment. Il blesse à 3, il a une perfo de -1, il fait 3 touches, 3 blessures, pardon. Les égorgeurs ayant une sauvegarde de 6, ils perdent 3 figurines. Phase de tir terminée, phase de charge qui peut se faire potentiellement, on va tenter. 7 pour les Vindictors. Ils sont trop loin, ils auraient pu, mais ils sont trop loin. Là, on a un tout petit 12, on a une possibilité pour les Predators qui ratent aussi. Et donc on est maintenant sur la phase de combat. Phase de combat, c'est notre Seigneur Killer qui va combattre. Il a 3 attaques, il touche à 3, blesse à 3 avec sa lame sidérale. C'est ça que j'ai dit. Touche à 3, blesse à 3. Il fait 2 touches, pardon. Il blesse à 3, il fait 2 blessures. Il a une perfo de -1, donc les Hogwarts ne peuvent répondre. Donc, 2 nouvelles figurines sont sorties du jeu. Seconde attaque, avec sa hachette de choc, il a 2 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. J'ai dit une bêtise, il a même 4 figurines qui sont sorties du jeu parce qu'il faisait 2 dégâts par blessure. Donc, il touchait à 3, il a fait 1 et 5, il blesse à 3, il fait 5, il blesse. On a eu, donc, on n'a pas eu le temps qu'on l'aperçoive, pas eu de blessure. On avait une première touche, mais pas de blessure sur la hachette de choc. Ensuite, le griffe d'estrier va pouvoir attaquer. Lui, il touche à 3, blesse à 3. Il y a -2 de perfo. Pardon, je vais lancer ça comme il faut. Touche à 3, blesse à 3. Donc, il y a 2 touches. Blesse à 3 et une blessure. Perfo de -2. Pas de sauvegarde possible, donc évidemment, pour les Hogwarts. Et donc, une nouvelle figurine est retirée du jeu. On est maintenant sur la réponse des égorgeurs. La réponse des égorgeurs, évidemment, va se faire au couteau de 4-5. 5 parce qu'ils sont 2 et encore le champion. Donc touche à 4, blesse à 5, touche à 4 et ils ont des armes, non pas d'armes protées de venin. Par contre sur la touche ils ont, sur des 6, ils ont des touches supplémentaires. Donc déjà on a 5 touches. C'est pas mal avec 5 lancés. Touche à 5, blesse à 5 et on a une blessure. Une blessure, sauvegarde à 3+. Ouf, tout juste. C'est sauvegardé. C'est la fin de du tour numéro 2 des Stormcast. C'est au tour. C'est à la phase de déroute que l'on est maintenant. Et donc, évidemment, les égorgeurs vont devoir tenter de se protéger. Malheureusement, ils ont une bravoure de 4. Et ils ont perdu 8 figurines. Ça va être compliqué. Dommage, je venais de faire 1. 3 plus 8, ça fait 11. Allez, ciao, bonne journée. De toute façon, il était impossible de sauvegarder quoi que ce soit avec cette unité. On passe donc au tour numéro 2, round numéro 2 des Cruel Boys. C'est évidemment à la phase de héros que l'on démarre. On va démarrer donc avec un premier point de ralliement. J'avais oublié de faire le jet d'initiative, bien sûr, comme à chaque fois, c'est pas grave. On va faire un ralliement pour les embrocheurs, bien sûr, donc 2 dés sur des 6. Ils reviennent, pas de 6, ils ne reviennent pas. On est donc maintenant sur la phase de mouvement. Phase de mouvement, les embrocheurs ne vont pas bouger. Les éventreurs, l'embrocheur, les éventreurs, eux, vont enfin se décaler, se déplacer et tenter à la phase suivante d'attaquer et de charger les Vindictors. Le Louvre Boss, lui, va tenter peut-être, oui, en effet, d'aller faire un bon gros mouvement de 5, se rapprocher comme ça du Seigneur Killer si besoin était. Si l'embrocheur va se déplacer aussi, évidemment, parce que sinon il va pas pouvoir taper. Surtout que je n'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Comme souvent.
pour ça que je vous dis, il faut faire très attention à tout ça. Donc, c'est l'embrocheur qui va démarrer avec donc une attaque précipitée, donc 2 attaques, touche à 4, baisse à 3. Super, il ne fait aucune blessure. On va passer donc à la phase de charge. Phase de charge, les éventreurs, ils font 9. 9, on le sait, ils vont pouvoir être au combat. Donc ça c'est parfait pour eux. Il est doux. Tac. Deuxième, c'est le boss qui va pouvoir tenter de charger. Il fait 3, il rate sa charge. J'avais même pas besoin de dire qui le faisait, j'aurais pu lancer les dés et dire après, évidemment. Non plus. Nous arrêtons là pour la charge, on va passer au combat. Le combat, on va passer donc aux éventreurs. Les éventreurs qui ont 2 attaques chacun, qui ont un champion, donc ils ont possibilité de lancer 21 dés. Sur des 6, on est 6 à la touche. Je rappelle qu'on est sur les armes protées de venin, qui est le trait de bataille des Cruel Boys. Et vous voyez, j'aurais pu utiliser la tactique qui intimide, mais je l'ai oublié. Tactique qui intimide. Donc au début de la phase de charge, en fait, moi, mes éventreurs étaient à plus de 3 pouces. J'ai lancé les 2 dés, je suis arrivé sur eux. J'aurais pu ajouter 1 au jet de mon 2D de 6 pour chaque tranche de 5 figurines de l'unité, donc j'aurais pu rajouter 2 à mon double jet de D6. Et si mon jet était supérieur ou égal à la caractéristique de bravoure de l'unité, j'aurais pu soustraire 1 au jet de touche pour les attaques de mon unité. Voilà. Enfin, pour les attaques contre mon unité. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, j'ai 21 dés, je touche à 4, blesse à 4. Et je rappelle que sur un 6, on a les improtés de venin. Alors, j'ai déjà 2 6. Je touche à 4. Tac, 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 tac. Là. Tac. Hop, ça et ça. C'est bon aussi. Ça, c'est pas bon. J'ai dit 2, 3, 6. Ça, j'avais. Tac. Si je ne me trompe pas, j'avais 3, 6. Non, j'en avais que 2. Donc j'ai déjà 2 blessures mortelles, ce qui veut dire que j'ai déjà une unité qui va retirer le jeu directement. Voilà, c'est plus simple. C'est aussi simple. 2, 4, 6, 8. J'ai 8 touches. Il blesse à 4. J'enlève les moins. Tac, tac, tac. 2, 4, 5. J'ai 5 blessures. 5 blessures, donc pas de modification de perforation. Et les vaniteurs ont une sauvegarde à 3+. 5 blessures, 3+, les 5 sont sauvegardés, donc on n'a que les blessures mortelles, on n'a que la figurine là qui est retirée du jeu. Sur 21 dés, 2 blessures, on n'est pas au top, quand même. Hein. Les Vendictors, eux, vont pouvoir répondre aussi, 2, 4, 6, 8. Ils ont toujours leur champion, donc ils ont un dé supplémentaire, et eux aussi, sur un 6, il y a blessure mortelle. Alors, eux, ils touchent à 3, ils blessent à 4. On enlève tout ça. Hop, on a une blessure mortelle et 3 touches. Ils blessent à 4, à 3, pardon. À 3, ils font une blessure supplémentaire. Sauvegarde des éventreurs à 5, mais perfo de moins 1, de plus 1, pardon, de moins 1, pardon, des Vendictors, donc il faut faire 6 pour. On fait 3. J'ai 2 blessures, il y a un éventreur qui est retiré du jeu. C'est la fin de la phase de combat. On passe donc en phase de déroute. Phase de déroute, pas trop de soucis, voilà. Même avec un 6, de toute façon, la bravoure des Vendictors fait qu'ils seront sauvegardés. Les éventreurs auront une bravoure de 5, ils ont perdu une figurine, on lance un dé. 4 plus la figurine sortie, ça fait bien 5, on est en dessous ou égal à la bravoure. Il n'y a pas d'autres figurines qui vont sortir du jeu. On passe donc
au tour numéro 3 des des éventreurs. Et donc on va cette fois-ci faire une initiative, un jeu d'initiative. Bon, c'est encore les Stormcast qui débutent. Et ils vont pouvoir débuter par leur phase de héros. Phase de héros, on a la possibilité de faire un ralliement pour le Vindictor qui est sorti. Donc on lance un dé, il fait 1, on n'a pas de 6, donc tant pis. On va pouvoir tenter une action héroïque qui s'appelle guérison héroïque. Donc on va choisir un héros, en l'occurrence notre Seigneur Aniquilator. On va ajouter 2 d6. Si le jet est inférieur à sa bravoure, eh bien on va pouvoir le guérir de D3 de blessure. Il fait 10, sa bravoure étant de 9, on est bien supérieur à sa bravoure. On va pouvoir lancer un D6. Ah non, pardon, on est supérieur à sa bravoure. On devait être inférieur. Malheureusement, on va rien pouvoir guérir. On passe donc à la phase de mouvement. Phase de mouvement, eh bien, les Vindictors sont déjà en combat. Les Praetors vont se rapprocher encore de 5. Ils pourront tenter une charge. Le Seigneur Aniquilator, lui, il va pouvoir se déplacer et aller directement sur l'embrocheur. Ce sera fait une bonne fois pour toutes, je pense. On est maintenant sur la phase de tir. Phase de tir, le Seigneur Aniquilator, rappelons-le, a des attaques. Il a une attaque de 4. Touche à 3, blesse à 3, perd fou de moins 1. Touche à 3, pardon. On a c'est pas grave. 3 touches. Baisse à 3. Il fait 3 blessures. Et perfo de moins 1. Les embrocheurs ont une sauvegarde à 6. Ils ne peuvent sauvegarder. Donc le champion embrocheur est sorti du jeu. On est maintenant sur la phase de charge. Phase de charge. Les Vindictors sont déjà en combat de mêlée. Les Praetors et le Seigneur Aniquilator peuvent charger. Le Seigneur Aniquilator charge de 7 pouces. Et on le voit très facilement. Il va pouvoir venir en contact direct du boss. Les Praetors peuvent aussi tenter une charge. Ils font 6. Ils ne peuvent pas atteindre le boss. On passe donc à la phase de combat. Phase de combat, on va débuter par le Seigneur Aniquilator. Pourquoi ? Petit 1, parce qu'il a 3 attaques différentes en même temps. Ça, c'est plutôt intéressant, surtout face au boss qui n'a, entre guillemets, que 5 points de vie. Deuxième point, c'est aussi parce que le Seigneur Aniquilator a déjà 6 ou 7 blessures. Et il ne faudrait pas qu'il en prenne une petite de plus avant de pouvoir de taper. Donc autant le faire attaquer de suite. 3 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 1. Touche à 3, il a donc 2 touches. Je me suis encore trompé de dé. Pas de blessure. Tant pis. Deuxième attaque, 2 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 1. Toujours pas le bondé. Blesse à 3, il fait 6. Perfo de moins 1, la sauvegarde du loup boss de 4+, avec le perfo de moins 1, on est à 5+. Il fait 1, il prend donc 2 dégâts. Troisième attaque, on a touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 2. Touche à 3, toujours pas les bondés, c'est pas mal décidément. Et il a fait donc 3 touches, blesse à 3. Il fait une blessure, perfo de moins 2, donc il faut faire un 6 pour le loup boss pour sauvegarder. Il fait 1, il n'y a pas de sauvegarde. Je vais te changer de dé moi, pas possible. Pas de sauvegarde, hop là, 3 blessures. C'est au loup boss, non c'est pas au loup boss, le loup boss va gentiment atteindre, c'est les éventroirs qui vont attaquer d'abord. Pourquoi ? Parce que le loup boss n'étant en contact que d'une unité, elle va pas pouvoir le réattaquer. Les éventreurs, eux, n'ont pas encore été attaqués par les Vindictors, donc ils vont essayer de réduire au maximum les Vindictors avant de se faire attaquer. Ils sont 9, donc ils ont 19 attaques. Et encore
le champion. 19 attaques. On rappelle que sur un 6 à la touche, il y a les armes crottées de venin et donc des blessures mortelles. Sinon, il touche à 4, blesse à 4. On a. Oh là là, je l'ai lancé pourri. Hop, 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 hop. On a une attaque, une blessure mortelle et 5 touches. Ils blessent à 4, on rappelle. Et ils ne font aucune blessure. Donc on a juste une blessure, une blessure mortelle. Ça valait presque pas le coup d'attaquer en premier. Pour la peine, les Vindictors vont répondre. 9 attaques. Eux, ils touchent à 3, blessent à 3. Perfo de -1 et une touche à 6. Blessure mortelle. Ils ont 3 touches à 6 déjà. Et une blessure. Et une touche, pardon. 3 touches à 6. Et une touche. Blesse à 3. Il n'y a pas d'autres blessures. Il y a donc 3 blessures mortelles. Donc un élément est de nouveau retiré du jeu. Et un autre prend une blessure. C'est maintenant au Louve Boss. Le Louve Boss, lui, il a 5 attaques. Ah, j'ai pas vu, j'ai oublié qu'il avait une protection de 6+. Il a 5 attaques, il touche à 3, blesse à 3 et perfo de -1. Touche à 3, donc il fait 4 touches, blesse à 3. Hop, il fait 2 blessures. Perfo de -1. 5 et 6, ce qui est sans problème sauvegardé par le Seigneur Killer. C'est bien malheureux. Et j'ai aussi oublié de lui donner l'aptitude maintenant frapper-les pour de bon, ce qui lui aurait donné jusqu'à la fin de cette phase le jet de blessure non modifié à 6 avec une blessure mortelle. Voilà. Il aurait eu une blessure mortelle, ce qui aurait non pas tué le Seigneur Killer, mais qui l'aurait moins affaibli pour la prochaine fois. On est maintenant sur la phase, sur le tour. La phase de déroute, d'abord, phase de déroute, nous avons 2 éventreurs qui ont été sortis du jeu, on a une bravoure à 5 pour les éventreurs. Lancement, donc 4 plus 2, on a une autre figurine qui est sortie du jeu. Donc on va faire ça déjà une blessure. On passe au tour numéro 3, donc des Cruel Boys. Pas de phase, enfin si, une phase de héros avec le ralliement. Ralliement, on va tenter. Techniquement, on est les deuxièmes, donc on va pouvoir dépenser 2 points de combat. Le premier, donc pour les embrocheurs, qui ont donc 3 figurines dehors. Sur des 6, on en ramène 2 en l'occurrence. Pour une fois, c'est plutôt pas mal, que l'on va placer à plus de 9 pouces de notre Seigneur Killer. Voilà. Ensuite, on va dépenser 2 nouveaux points de commandement. Un nouveau point de commandement pour un ralliement de nos éventreurs. Il y a 3 éventreurs sortis sur des 6. Ils reviennent en jeu. Il n'y en a pas. Et techniquement, on a même un 3e point de commandement, sachant qu'on était les Cruel Boys étaient les 2e à jouer et qu'il y a encore le Louve Boss sur le terrain, donc il y a encore le champion, le héros. Oui, c'est ça, le héros sur la table, le général sur la table. Donc on va pouvoir lancer 10 dés, 6 10 pour les égorgeurs. Sur les 6, on ramène des figurines. Aucune. Comme ça, ça c'est fait. On passe maintenant à la phase de tir. Phase de tir, eh bien, on a maintenant 2 embrocheurs. Les deux embrocheurs vont donc tenter de tirer. Alors, ils n'ont pas bougé. Ils sont à soit. Ils sont à 12 pouces du Seigneur Killer. Soit ils sont à moins de 24. Des Praetors qui n'ont pas encore été touchés une fois, qui n'ont pas encore même été attaqués une fois. Est-ce qu'ils ne viendraient pas tenter de les ébranler un petit peu? Non. On va d'abord faire le Seigneur Killer, je pense que c'est une meilleure idée. Donc, on va utiliser le tir ajusté, une attaque, touche à 2, blesse à 3, 2 touches, blesse à 3,
2 blessures, perfo de -1. Donc on a 4 plus. Pour le Cinematic Killer, il fait 1 et 2, il prend 2 blessures supplémentaires. Et donc, il prend même 4 blessures. Il est retiré du jeu. Le ralliement n'est normalement plus possible, je crois d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus le... Bon, il n'y a pas de question de champion, il faut que ce soit pour le ralliement. C'est plutôt une bonne chose pour s'embrocher. On passe maintenant à la phase de charge. Phase de charge, eh bien, on ne va pas en faire. Le low boss va rester à sa place. Il va rester à sa place, ouais, très clairement. Par contre, on va passer donc en phase de combat avec nos éventreurs de 4, 6, 7. Donc on a 15 attaques. Attaques pour nos éventreurs, qui touchent encore à 4 évidemment, et blessent à 4, avec un 6, un protège de 1. Ils vont utiliser rien du tout, parce qu'ils n'ont pas changé, c'était déjà emmêlé. Alors sur des 6, évidemment, on a 3 6, ça veut dire 3 blessures mortelles, et après touche à 4, tac 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 tac. Sortez-moi tout ça. 3 blessures mortelles et il blesse à 4. Hop, et 3 blessures supplémentaires. Sauvegarde des vindicteurs à 3+. On n'a pas de modification perfo comme d'hab. Et on a 3 sauvegardes. Donc on a quand même 3 blessures. 3 blessures, ça veut dire que 2 personnages supplémentaires sont retirés, sachant qu'il y en avait déjà un qui avait une blessure. Vous avez vu que j'avais pris soin de décaler mes personnages qui étaient morts sur les épisodes précédents pour pas que je puisse les confondre bêtement. Voilà, on est sur la fin donc de notre phase de charge, de notre phase de combat. On passe à la phase de déroute. Phase de déroute, eh bien, elle ne va se faire que pour les vindicteurs qui ont perdu 2 unités, 2 figurines sur ce tour. Ils ont une sauvegarde une bravoure à 7. Ils font la bravoure sans problème. Le test de bravoure s'est fait sans problème. Test de déroute, pardon. Je n'arrive pas à trouver les mots. On passe en phase tour numéro 4. Tour numéro 4. On va déterminer qui a l'initiative. 6 et 6. 6 et 6, c'est donc le joueur qui avait le tour précédent qui décide qui est le premier, qui est le second. En l'occurrence, eh bien, ce sont les Cruel Boys qui vont attaquer en premier. Donc, on a 2 points de commandant pour les Cruel Boys. Pourquoi ? Parce qu'ils vont jouer en premier, parce qu'ils ont encore leur commandant, leur général. Les Stormcast, eux, vont jouer en second, ils n'ont que 2 points de commandement parce que leur général est sorti du jeu. On démarre la phase de héros avec donc des tentatives de ralliement. Le ralliement, donc on va débuter par un premier point de commandement pour tenter de ramener des éventreurs. Donc, ils sont 3 dehors. 3 dans le lancer de dés, pas de 6, c'est réglé. On va lancer un deuxième point de commandement. Il n'y a plus de point de commandement sur tour-ci pour les égorgeurs. 3, 3, 6, 8, 10. 10 égorgeurs. On a 3, 6. 3 figurines qui reviennent sur le terrain. Donc, évidemment, le tambour, le porte-étendard, et bien sûr le boss, enfin le champion. Ça paraît le plus logique. Hop, ça c'est fait.
On peut ensuite utiliser les aptitudes. Alors, rappelons que nous avons le commandement héroïque. L'heure de gloire potentiellement, qui peut nous donner plus 1 au jet de blessure pour nos attaques et plus 1 au jet de sauvegarde pour les attaques qui le ciblent. Ça peut être une bonne idée. Ou alors on peut tenter une guérison héroïque pour le sauvegarder un petit peu. Donc ça peut être une bonne idée, sauf qu'il a une bravoure que de 5. Ça fait peu pour la guérison héroïque. Donc il va plutôt utiliser l'heure de gloire. L'heure de gloire qui donc lui amène plus 1 à ses jets de blessure, sachant qu'il blesse à 3+. Donc il va maintenant blesser à 2+ pour ce tour. Et puis il va avoir une sauvegarde de plus 1. Donc il ne sauvegardera pas à 4 mais à 3. Voilà, tout simplement. Sachant qu'en face, les Praetors, eux, ont une modification de perfo qui est important, si je ne me trompe pas, qui est à -1 aussi. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc il a plus 1 au jet de blessure. Et une save à plus 1. Voilà. Je vais le noter. Voilà, des petits tokens. Donc, je remercie encore Nicolas, mais il faudrait que je me les refasse en plus gros et limite en français. Il n'hésite pas de chercher à chaque fois. Parce que je suis une énorme feignasse. On passe donc à la phase de mouvement. Phase de mouvement, eh bien, on va commencer directement par se déplacer. Le loup boss, justement, va peut-être venir. Est-ce qu'il va aller attaquer directement? Non, il va peut-être rester. Il va peut-être se décaler, se mettre en retrait, justement. Histoire de se préserver et de permettre encore de gagner. Hop. Donc, mon action héroïque n'a aucun intérêt. C'était complètement débile de faire ça. Les autres unités ne vont pas attaquer. Ils ne vont pas se déplacer parce que. Voilà. Si, mes égorgeurs vont se déplacer parce qu'ils n'en voient que 3. Ils vont se déplacer pour pouvoir attaquer car ils ont une portée que de 8. Donc eux vont se déplacer, ils vont se mettre même en opposition. Hop, ici. Pour en plus bloquer le passage ici, obliger les Praetors à faire un petit coude pour gagner du terrain. On passe à la phase de tir. Phase de tir, donc on a nos égorgeurs qui vont pouvoir attaquer. Ils sont 3, ils ont une attaque chacun. Touche à 4, blesse à 3. Touche à 4, ils font 2 touches. On fait le dé, ils blessent à 3. Ils font une blessure. Ils ont une perfo de -1. Les Praetors, eux, une sauvegarde à 3+. Donc un 4. Et bien, une blessure. Sachant que les Praetors ont 3 blessures par personnage. Ensuite, on est sur les embrocheurs à distance. Donc ils sont à plus de 12 pouces, ils n'ont pas bougé. Ils sont à plus de 12 pouces. J'aurais pu les faire se rapprocher, mais bon, peu importe. Ils touchent à 2, blessent à 3. Ils sont que 2. Une touche et une blessure. Ils ont une perfo de -1. Il y a un 2 qui sort, ce qui veut dire qu'il y a 2 dégâts, un Praetors et retiré du jeu. C'est plutôt une bonne phase de tir. On passe maintenant à la phase de charge. Pas de charge pour nous ce tour-ci. On va donc passer à la phase de combat. On a 2, 4, 6, 7, enfin phase de charge. Hop, voilà. On se rappelle qu'on peut se rapprocher de 3 pouces s'il y a besoin. 2, 4, 6, 7 toujours. 12, 14 et 15 dés pour nos éventreurs. Qui touchent toujours à 4, qui blessent toujours à 4. Et qui ont toujours les armes protégées de venin. Alors, on a déjà 4-6. Donc on a déjà 4 blessures. Même pas besoin d'aller plus loin. Sachant qu'on avait encore 4 touches.
les vindicteurs sont sortis du jeu. Ils pourront tenter des ralliements contre des points de combat à leur phase de héros. C'est la fin de notre tour Cruel Boys. Il n'y a pas de déroute à faire. On passe donc au tour numéro 4 des Stormcast. Ils ont 2 points de combat. 2 points de combat, ils vont tenter de faire revenir donc le Seigneur Aquilor. Non, le Seigneur Aquilor est sorti. Il est éliminé. Donc on va pouvoir tenter de faire revenir un autre Seigneur. Un autre général commandant. Et on va faire revenir, en l'occurrence, on va faire venir un Seigneur Impératant. Un petit peu énervé. Seigneur Impératant qui arrive. Et qui va venir se battre. Qui va venir se placer donc à plus de 9 pouces des ennemis. Ici, on va être à plus de 9 pouces, on est sur notre zone de démarrage. Pas de soucis. On a dit donc on bénéficie de la règle de notre bataille qui s'appelle le fardeau du commandant. La première fois que votre général est tué, vous pouvez placer un nouveau héros de votre collection entièrement sur votre territoire et à plus de 9 pouces des figurines de votre adversaire. Ce nouveau héros devient général pour le reste de la partie. Donc, on a un nouveau général. C'est le Seigneur Impératant. Par contre, donc, contre un point, on va tenter de faire revenir les vindicteurs. Ils sont 5, on va lancer 5 dés sur des 6. Sur un 6, on fait revenir une figurine. On n'a pas de 6. On va utiliser un deuxième point pour faire revenir le Praetors sur un 6. Il fait 6, bravo, le Praetors peut revenir. Pas de souci. Pas de souci. J'ai quand même un doute sur le fait de pouvoir faire revenir je le fais depuis tout à l'heure, mais de pouvoir faire revenir des figurines qui n'ont plus d'unité. Techniquement, si elles ont toutes été sorties, je ne sais pas si c'est faisable. Mais bon, ça méritera un point de vérification. On passe donc à la phase de héros. Il n'y a pas plus d'informations, enfin de besoins que cela. Donc on va être sur la phase de tir maintenant. Et c'est justement le Seigneur Impératant qui va en profiter. Il a un D6 d'attaque avec 18 pouces de portée. Il fait 5, c'est-à-dire qu'il va avoir 5 attaques. Il a bien fait de venir. 5 attaques, touche à 3, blesse à 3, performance 1. Il fait 5 touches. Blesse à 3. Je me suis encore trompé de dé. Il fait 3 blessures. 3 blessures. Performance 1, éventreur. Sauvegarde à 5, ça veut dire sauvegarde à 6. Pas de 6, il y a 3 blessures. Donc on a un éventreur qui est sorti du jeu, un qui prend une blessure. Toc. On passe maintenant. J'ai raté complètement la phase de mouvement. Bravo. Bravo. Bien joué. Bien joué, imbécile. C'est pas grave. On a 12. Ok. Allez. Le Seigneur Impératant peut tenter une charge. Il fait 7. Il est trop loin. Les Praetors vont tenter une charge. Ils font 11. Eux, ils vont peut-être pouvoir y aller. Sachant qu'il faut qu'ils passent à plus de 3. Ce sera bon, normalement. Alors, 11, ils ne peuvent pas atteindre le boss. Par contre, ils peuvent atteindre les égorgeurs, ce qu'ils vont faire sans aucun souci. Ils vont se placer donc face aux égorgeurs. Et vont pouvoir combattre. Ils sont 4. Ils ont un champion. Donc ils ont 9 dés. 2, 4, 6, 8, 9 dés. Et ils touchent à 3, blesse à 3. Et ils ont 3 attaques chacun. Donc ils n'ont pas 9 dés en fait, vu qu'ils sont 4, ils ont 13 dés. Je regarde aussi. Touche à 3 donc toc, c'était pas bon. On a plutôt un bon shoot. 2, 4, 6, 8. 6, 8 touches.
blesse à 3. 2, 4, 6, 7 blessures. 7 blessures. Ils ont une perfo de -1. Les égorgeurs ayant une sauvegarde à 6+. Ils sont éliminés du jeu. C'est la fin de notre tour numéro 4, de notre round numéro 4 et notre tour numéro 4 des Stormcast. Il n'y a pas de phase de déroute, sachant que toutes les unités des égorgeurs ont été éliminées. Il n'y a plus de Vindictors non plus, donc pas de déroute à faire pour eux non plus. On va passer donc au tour numéro 5, au round numéro 5, pardon. On fait un jet d'initiative. 5 et 2, ce sont les Cruel Boys qui ont l'initiative. Ils vont prendre cette initiative. Donc ils vont avoir 2 points de commandement. Les Stormcast, eux, vont en avoir 3. Pourquoi 2 points ? 1, parce qu'ils sont les premiers joueurs à jouer. Et un autre, parce qu'ils ont encore leur général en jeu. De l'autre côté, on a un général qui est là. Et ils jouent en deuxième, donc ils ont 2 + 1. Les Cruel Boys vont utiliser leurs points pour tenter de rallier des personnages. Ah si, il y avait une déroute à faire pour les éventreurs. Je vais faire la déroute maintenant, pas de soucis. Sauvegarde à 5, bravo à 5, pardon. Donc 2 + 1, ça fait bien moins que 5. On a 4 éventreurs potentiellement à ramener. Eh bien, c'est ce que l'on va faire. Sur des 6, ralliement. Sur des 6 qui reviennent. On a un 6. Donc on va avoir une figurine qui va revenir. Voilà. Et ensuite, on peut déplacer un autre point de commandement pour tenter de faire revenir soit des égorgeurs, soit un embaucheur. On va tenter quand même de faire... Pourquoi j'ai repris ce dé ? On va tenter de faire revenir des égorgeurs. Alors, on ne sait pas. 2, 4, 6, 7 et 3, 10. Sur des 6, on fait revenir des figurines. Il y a encore 2 6. Il faut les mettre à plus de 9 pouces des unités adverses. Donc, ici. Voilà qui est bien. On va passer maintenant en phase de mouvement. Phase de mouvement. Notre louve boss va très gentiment se reculer pour tenter de se sauver. En fait, tant qu'il est là, il est bien. Les égorgeurs vont se mettre au milieu pour tenter de bloquer le passage. Les embrocheurs ne vont pas bouger parce qu'ils sont à moins de 12 pouces, donc ils n'ont pas d'intérêt à bouger et ils vont pouvoir tirer tranquillement. Les éventreurs, eux, vont 17. Wow. Ça pourrait être une énorme charge, mais ils peuvent tenter. Donc ils vont se décaler pour aller tenter de se rapprocher des Praetors pour les attaquer sur une charge. Et voilà. Les mouvements sont terminés. On va passer en phase de tir. Avant que je débute, je n'ai plus que charge. Ça c'est bon. Ça c'est bon. J'ai oublié, c'est vrai, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave. On va passer à la phase de tir. Donc on a 2 égorgeurs qui ont une attaque chacun. Ils touchent à 4, blessent à 4. Ils ne touchent pas. Ça démarre bien. Ensuite, on a 2 embrocheurs qui, eux, touchent à 2, blessent à 3. On a 2 touches, dont un 6, blessure mortelle, blesse à 3. Et une blessure. On a une perfo de -1. Les Praetors remplissent une sauvegarde de 3, ce qui veut dire plus 4 pour sauvegarde. Ils font 3.
on a une blessure supplémentaire, ce qui veut dire 4 dégâts de fait. 4 dégâts, ça veut dire une figurine qui est retirée et une blessure supplémentaire. On passe maintenant à la phase de charge. « 8 pour les égorgeurs. 8 pour les éventreurs, pour les embrocheurs, pardon. Et 7. Si je ne me trompe pas, j'avais 12, il me fallait 11 ou 12, voilà. Donc les éventreurs, malheureusement, ne pourront pas atteindre les prétors. On passe donc en phase de combat. En phase de combat, eh bien, nous allons débuter par les embrocheurs. Pourquoi ? Parce que simplement, c'est les plus puissants. Ils ont un champion, ils sont 2, ils ont encore le champion, ils ont donc 2 attaques chacun, plus une pour le champion, ce qui fait 5 attaques, avec des armes crottées de venin, donc 6 à la touche, blessure mortelle. Il y a un 6, il blesse à 4. Donc on a une blessure mortelle et une blessure tout court. Une blessure mortelle. Il blesse à 4 et il blesse à 4 et il ne blesse pas. Malheureusement, donc on n'a qu'une blessure mortelle. C'est au tour donc des Praetors. Les Praetors, eux, eh bien, ils ont 3 attaques chacun. Ils sont plus que 3, donc ce qui veut dire 9 dés plus 1 pour le champion. 2, 4, 6, 8, 10. Ils attaquent, touche à 3, blesse à 3, et ils attaquent les embrocheurs, tant qu'à faire, histoire de rigoler. Parce que de toute façon, c'est pas la peine d'aller au-delà. Pip, 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 pip. Il n'y a pas de 6, donc pas de blessure mortelle. 2, 4, 6 blessures, par contre. Une touche à 3, une blesse à 3. 2, 4, 5 blessures. J'ai toujours pas pris les bandés, c'est pas grave. 2, 4, 5. 5 blessures qui vont tenter d'être sauvegardées par les embrocheurs qui ont une langue d'or, qui n'ont pas besoin, qui sont tous les deux retirés du jeu. Parce qu'ils ont une sauvegarde à 6+, les Praetors avaient un -1 de modification de plafond. Donc on s'arrête là pour eux. On passe maintenant aux égorgeurs qui ont 2 attaques chacun, plus une parce qu'il y a un champion. Donc on a 5 attaques. 5 attaques, touche à 4, blesse à 5, blessure mortelle à 6 sur la touche. Blesse à 4, on a 3 touches. Blesse à 5. On a 2 blessures. Sauvegarde à 3+. Pas de modification de perfo. Voilà, une blessure supplémentaire, ce qui veut dire qu'on a 2 blessures. 2 blessures, on a donc un personnage qui est retiré et un autre qui a une blessure. C'est la fin de notre phase de combat. On passe donc en phase de déroute. Phase de déroute, seuls les Praetors ont perdu des unités parce que les embrocheurs de toute façon n'ont plus d'unités sur le terrain. Les Praetors, ils ont une sauvegarde de 8, même s'ils faisaient un 6, ils se retrouveraient à 8. Donc on peut lancer un dé pour le plaisir, mais ça ne changera rien. Ils réussiront de toute façon leur test de déroute. C'est bien le cas. 1 + 2, 3. On est bien en dessous des 8. C'est donc la fin du tour numéro 5 des Cruel Boys. On passe au tour numéro 5 des Stormcast. Pour commencer, eh bien on peut lancer, pourquoi pas, du ralliement. Ralliement, donc contre un point de ralliement, les vindicteurs qui tentent, pas de réussite. Contre un point de ralliement, ce sont les Praetors qui vont tenter aussi, pas de 6, pas de ralliement possible. Il n'y a pas de action héroïque spécifique qui va pouvoir aider notre compagnie. Donc on va s'arrêter là. On va passer à la phase de mouvement qui n'aura pas grand intérêt, mais on va le faire quand même. Donc, notre seigneur impérator qui n'est pas venu pour rien, hop, il s'avance de 5. On va passer sur la phase de tir. Phase de tir, on a un D6 d'attaque. 6, justement, 2, 4, 6. Touche à 3, blesse à 3 contre les éventreurs.
touche à 3, donc on a 3 touches. Blesse à 3. 2 blessures. Éventreur avec une 5+, sauvegarde avec une performance 1, donc il faut faire des 6. On prend 2 blessures. 2 blessures, il y a donc une figurine éventreur qui est sortie du jeu. On est en phase de charge, les prêteurs sont déjà en charge. Le Seigneur Impérator va tenter, il fait un 7. 7, si je ne me trompe pas, ça doit être bon. C'est tout juste. Il va donc pouvoir attaquer. Je ne crains pas grand chose. Donc il a 4 attaques. Touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. Touche à 3, donc 3 touches, blesse à 3. Il fait 3 blessures, perfo 2 -1, les éventreurs ayant donc une sauvegarde de 5, il faut faire des 6. Il y a un 6, donc il y a 2 blessures. 2 blessures, 4 dégâts, 2 personnages sont retirés du jeu. Deuxième attaque avec son compagnon. Son Grave Dog, qui a mis 4 attaques. Blesse à 3, touche à 3, blesse à 4, pardon. Touche à 3. 3, 4 blessures, 4 touches. Blesse à 4 et une blessure. Sauvegarde à 5+. Bon, 1, il y a une blessure supplémentaire. On a un nouveau éventreur qui est retiré du jeu. J'ai du mal des fois. Ensuite, eh bien, c'est au tour des égorgeurs de s'amuser. Les égorgeurs ont 5 attaques. Ils sont 2 sur le terrain. 5 attaques, touche à 4, blesse à 5. Ils ont fait un 6, donc ils ont une touche supplémentaire. Ils ont 2, 5, pas de souci. Ils blessent à 4, donc on a 5 touches. Ils blessent à 5. Ils ont 2 blessures. Pas de modification de perfo. Les prêteurs sauvegardent à 3+. Ils ont une blessure. Ils prennent une blessure. Hop. C'est au tour justement des prêteurs. Les prêteurs ont 3 attaques chacun, plus une pour le champion. Donc 7 attaques. Touche à 3, blesse à 3. 4 touches. 2 blessures. Pas de sauvegarde possible parce qu'ils ont une performance -1. Les égorgeurs une sauvegarde à 6. Ils sont retirés du jeu. C'est au tour des éventreurs de tenter quoi que ce soit contre le Seigneur Impérator. De 4, 6, 7. Ils sont 3. Mais il y a encore le champion. Donc il y a 7 attaques. Une touche à 4, blesse à 4. Et à 6 sur la touche, blessure mortelle. Il y a 2 6, donc 2 blessures mortelles. Et 2 touches. Une blessure. Sauvegarde du Seigneur Impérator à 3+. Il fait 4. C'est sauvegardé. Il prend donc 2 blessures mortelles. Peu importe. Pour lui. On passe en phase de déroute. Phase de déroute. Eh bien, seuls les éventreurs vont avoir une déroute à faire. Ils ont perdu 4 unités. Ils ont une bravoure à 5. Il faudrait faire 1 pour ne pas perdre de supérieur. Ils font 4. 4 plus 4, 8. Moins 5. Ça fait 3 personnes de plus qui s'enfuient. Donc l'unité disparaît totalement. Cela n'a que très peu d'importance. Pourquoi ? Eh bien, comme vous l'avez vu, le Louvre-Boss qui s'est retiré, les égorgeurs qui, eux, se sont mis en opposition plusieurs fois contre les Praetors, en fait, ont sauvegardé le Louvre-Boss, très clairement. Le fait d'avoir ramené des embrocheurs qui a touché aussi les Praetors a dû protéger un minimum les égorgeurs, en tout cas en partie, et donc le Louvre-Boss par extension, ce qui fait que derrière, ils n'ont pas pu, les Stampless n'ont pas pu l'atteindre en totalité. Donc on a encore des personnages des 2 factions sur le terrain. Le fait d'avoir des personnages des 2 factions fait qu'on a égalité sur cette partie. Tout simplement. Bonne partie, un petit peu plus tactique que d'habitude. Alors c'est toujours aussi compliqué pour moi, je vous l'avoue, de jouer la tactique quand vous jouez les 2 côtés. Il faut essayer de se mettre à chaque fois du côté de l'opposant, ce qui n'est pas toujours facile. C'est pour ça que j'essaie des trucs en allant à droite, à gauche, en se mettant en opposition. J'essaie pas forcément, même si vous savez que je les préfère, les peaux vertes, j'essaie de pas les aider.
mais c'est parfois un peu compliqué sur la tactique. Maintenant, sur les dés, clairement, les peaux vertes ne sont pas aidées, parce qu'encore une fois, leurs caractéristiques ne sont pas aussi bonnes que celles des Stormcast. Donc, c'est pour ça que la tactique est plus importante derrière sur le jeu des peaux vertes que sur le jeu des Stormcast. Les Stormcast étant hyper polyvalents, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. Donc, c'est plutôt ça qui est pratique. Écoutez, c'était plutôt pas mal. On a appris donc des nouvelles règles, avec ces points de commandement, avec ces différentes aptitudes aussi, ces actions héroïques, donc de commandement héroïque, de volonté, d'heure de gloire, de guérison héroïque. Même si on s'en est pas trop servi, il faut que ça rentre petit à petit. Le ralliement, par contre, plutôt une très très bonne chose, même si encore une fois, c'est toujours quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est compliqué à avoir, parce que choper des 6, c'est pas toujours facile. Il y a des précisions à apporter quand même, parce qu'encore une fois, est-ce qu'on peut faire un ralliement sur une unité qui a été entièrement sortie du jeu ou pas? C'est un élément qu'il va falloir se faire préciser dans un magasin Warhammer ou en ligne. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je poserai la question aussi au magasin Warhammer. Et puis voilà, je pense qu'on a bien avancé. C'est plutôt pas mal, on a fait une bonne partie, un peu longue, mais une bonne partie. La prochaine va être encore pire, parce que la prochaine, si je ne me trompe pas, la partie numéro 25, elle va commencer à être vraiment, vraiment balèze. Et je crois que c'est même encore pire après, parce que là, après on a déjà une bonne vingtaine d'unités, et après on a quasiment tout ce qu'on a depuis le début. À partir de la 26, on met quasiment sur la table tout ce qu'on a, donc sur la partie 26. Donc ça va être une belle ampleur. Enfin, ça va être bien 2 heures de partie, 1h30, 2 heures, donc ne vous attendez pas à ce que ça se fasse vite, à moins que les dés ne soient pas là et que tout soit extraordinairement pourri. Comme ça peut m'arriver, bien évidemment. En tout cas, pas mal. J'ai d'initiatives aussi, intéressant. Je l'ai pas forcément fait au tout début, mais je m'en suis rappelé après. Donc je l'ai réintégré, pardon. Excusez-moi, je baille. Je n'ai que très peu dormi cette nuit, malheureusement. Les points les jets d'initiative, j'ai pu les réintégrer assez facilement, même si j'ai aussi des doutes, parce que j'ai fait des jets à chaque fois, mais en fait, est-ce qu'on peut démarrer? Oui, on peut démarrer chaque tour sur le principe. Et si on démarre chaque tour, on n'a pas de double tour. Donc ça aussi, j'ai peut-être pas encore bien appréhendé les choses, je ne sais pas. Il faudrait que vous me donniez des conseils peut-être en commentaire, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je les prendrai. Voilà, écoutez, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente fin de semaine. Et puis surtout, je vous dis à très très vite pour nos prochaines vidéos. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire. Et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.